Vous savez, ce sentiment, pas la démotivation, non, plutôt l'inverse. Être comme tiré dans 10, 20 directions à la fois. Plein de projets passionnants, d'objectifs ambitieux. Ah oui, je vois très bien. Un peu débordé par l'enthousiasme presque. C'est ça, comme cette personne sur Reddit là qui décrivait son jonglage entre les études, des projets perso en IA, aider une start-up, être présent en ligne. On sent bien que la solution, c'est pas juste une routine hyper rigide, ça tiendrait pas. Non, c'est clair. Ce qu'il faut, c'est plus une sorte de boussole, peut-être une méthode, un état d'esprit pour naviguer tout ça sans s'épuiser. Exactement. Trouver comment avancer sans se brûler. Alors, pour explorer ça, on a réuni pas mal de choses intéressantes. Un rapport de Harvard Business Review sur le leadership prêt à tout, comme ils disent, une étude prospective de McKinsey, très chiffrée, sur l'IA en France. Mhm. On a aussi une analyse assez poussée sur la formation en entreprise au Maroc, publiée dans l'African Scientific Journal. Et puis des articles plus spécialisés, sur les compétences en vente par Didasque, sur la négociation, la persuasion, des sources comme Wikipédia, l'art de la négociation. D'accord. Sans oublier un décryptage sur l'équilibre hard skills, soft skills par Interview Guys. Et même une discussion super riche sur Reddit, pleine de conseils pratiques d'entrepreneurs. Un beau programme. Notre but ici, c'est de comprendre un peu mieux comment on peut développer les bonnes compétences techniques, humaines aujourd'hui. Et surtout, la grosse question, comment choisir, comment prioriser et garder le cap pour que ces compétences servent vraiment à quelque chose, sans y laisser sa peau. Oui, comment transformer l'essai en quelque sorte. C'est un défi qu'on ressent tous, je crois. Alors allons-y, plongeons dans ces sources. Allons-y. Bon, première chose, ce sentiment d'être dans un monde qui bouge tout le temps, qui change sans arrêt. C'est pas juste une impression, hein. Ah non, pas du tout. Le rapport HBR en parle très bien. Ils utilisent ces acronymes VUCA, vous savez, volatile, incertain, complexe, ambigu. Oui, on entend ça souvent. Voilà, ou même BANI ou TUNA, des variantes qui insistent sur la fragilité, l'anxiété, la non-linéarité. En gros, l'imprévu, c'est la règle du jeu maintenant. Et ça ne touche plus seulement le top management. Ah, ça descend dans toute l'organisation, hein. C'est ça. Tout le monde est concerné, à tous les niveaux. Et l'intelligence artificielle là-dedans, elle joue quel rôle? Elle calme le jeu ou elle accélère encore? Clairement, elle accélère. L'étude McKinsey pour la France, elle donne des chiffres assez parlants. Ils estiment que 27% des heures de travail pourraient être automatisées d'ici 2030. Un quart. Oui, Et ça pourrait monter à 45% d'ici 2035. C'est énorme. Le potentiel de gain de productivité est là. Jusqu'à 3% par an pour la France. Ce n'est pas rien. d'accord, potentiel énorme. Mais est-ce que les entreprises françaises, elles s'en emparent vraiment de ce potentiel? Est-ce qu'on l'utilise? Alors, c'est là qu'il y a un décalage. McKinsey note que si 80% des boîtes françaises utilisent déjà l'IA pour au moins une petite fonction, un truc précis, Oui. il n'y en a que 8% qui l'ont vraiment déployé largement, à grande échelle. Ah oui, seulement 8%. Pourquoi ce retard alors? Il y a plusieurs freins. Le manque de compétences en interne revient souvent, c'est un vrai sujet. Et puis les craintes, les risques juridiques, la protection des données, ça freine pas mal d'entreprises. Je comprends. Et si on ajoute à ça le marché du travail qui est un peu tendu, McKinsey et Bonjour IA rappellent le taux d'emploi vacant en France, 3,4% en 2022, c'était plus que la moyenne européenne. Hmm. Donc on voit la pression, innover, intégrer l'IA, faire plus, mais parfois avec des équipes déjà sous tension ou sans avoir toutes les compétences nécessaires. Oui, je vois. Contexte incertain, pression technologique, ressources tendues, pas étonnant qu'on puisse se sentir débordé, même par des projets qui nous plaisent, comme notre exemple sur Reddit. L'adaptation constante, c'est vraiment le maître mot. Tout à fait. L'agilité devient clé. Alors, justement, pour s'adapter, quelles compétences développer? On parle beaucoup des hard skills et des soft skills. Un article de Interview Guys fait bien la distinction. Les hard skills, c'est le technique, le mesurable. Oui, coder en Python, une certification AWS, maîtriser un logiciel. Exactement, mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, si les hard skills ouvrent la porte, Oui. hein, toutes les sources convergent pour dire que ce sont les soft skills, les compétences humaines, la communication, le leadership, l'empathie, l'intelligence émotionnelle qui font vraiment la différence pour évoluer, pour avoir des promotions et concrètement pour être mieux payé. Ah oui, carrément. Mieux payé, il y a des chiffres là-dessus. Oui, oui, Interview Guys cite une étude australienne qui est assez frappante. Avoir au moins 8 soft skills solides, en plus de bonnes compétences techniques, ça pourrait augmenter le salaire jusqu'à 40%. 40%? Oui, C'est énorme. c'est énorme. Et une recherche de Stanford,
aussi mentionnée, va même plus loin. Elle attribue 85% du succès professionnel aux soft skills. 85%. Ça remet en perspective l'importance qu'on donne souvent aux seules compétences techniques. Complètement. Et cette balance hard-soft skills, elle évolue dans une carrière. Au début, les hard skills sont primordiales, il faut prouver ce qu'on sait faire. Logique? Mais pour aller vers des postes de management, de direction, les soft skills deviennent absolument cruciales. D'ailleurs, ça colle parfaitement avec les défis que pointe le rapport HBR sur le leadership. Ah oui. Lesquels, par exemple? Quand on demande aux leaders ce qui est le plus important aujourd'hui, ils répondent massivement, à 75-76%, qu'il faut humaniser le leadership. Ça passe par quoi? L'empathie, l'intelligence émotionnelle, sociale. Ils parlent aussi de bien gérer le travail hybride et bien sûr de savoir naviguer dans ce monde disruptif. Ça demande de savoir prendre des risques calculés, d'apporter de la clarté même quand c'est flou, des compétences jugées importantes par quasiment 3/4 des répondants. On sent une vraie cohérence entre les sources. L'étude marocaine de la SJ ou l'article de Didasque sur la vente, ils disent la même chose. Il faut les deux, le technique et le relationnel. C'est ça. Didasque, par exemple, parle pour les commerciaux de compétences très précises. L'écoute active structurée, pas juste entendre, vraiment écouter. L'empathie commerciale pour piger les vrais besoins du client. Mhm. La gestion des objections de façon constructive, la communication persuasive. Et la négociation, vous en parliez, c'est une soft skill aussi. Absolument. Et les sources comme l'art de la négociation ou Wikipédia insistent sur une nuance importante. La persuasion, parfois, ça peut être un peu unilatéral, essayer d'imposer son point de vue. Oui. Alors que la négociation réussie, c'est un échange. Ça repose sur l'écoute active, comprendre les intérêts de l'autre, pas juste sa position, adapter son langage. D'ailleurs, l'art de la négociation parle des profils d'Hermann, vous savez, rationnel, prudent, ressenti, expérimental. Oui, j'ai entendu parler de ça. Comprendre ça, ça aide à adapter sa communication pour trouver un terrain d'entente. C'est une soft skill très concrète et très puissante. Donc, clairement, développer ses compétences techniques et humaines, c'est un enjeu majeur. Pour les personnes, pour les entreprises. Du coup, la formation, ça devrait être une priorité absolue, non? L'étude marocaine, elle le confirme. Oui, les chiffres sont très clairs au Maroc. 95% des entreprises interrogées disent voir un impact positif ou très positif de la formation sur les compétences. 95%. Et 75% voient même une augmentation de la performance individuelle après une formation. Donc sur le papier, c'est un levier très fort. Sur le papier. Il y a un mais. Oui, malheureusement. Parce que, malgré ce potentiel, beaucoup de formations, en pratique, elles ont du mal à donner des résultats durables. Didasque avance un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. 87% des formations commerciales échoueraient à changer les comportements sur le terrain à long terme. 87% d'échecs. Mais c'est énorme. Comment on explique ça? Les raisons sont multiples. Souvent, c'est lié à des méthodes pédagogiques un peu dépassées. Didax parle de surcharge cognitive. On balance trop de théories d'un coup, le cerveau sature. Mhm. Il manque aussi cruellement d'occasions d'appliquer ce qu'on a appris, d'abord dans un cadre sûr, puis en situation réelle. Et puis souvent, ça manque de personnalisation. L'étude marocaine confirme ces difficultés. 30% des entreprises ont du mal à identifier les vrais besoins en compétences. D'accord. 40% parlent de manque de budget pour la formation. Et parfois même, 25% disent qu'il y a une réticence des employés eux-mêmes. Bon, le tableau est un peu sombre, mais il y a quand même des solutions, des pistes pour faire mieux. Heureusement, oui. Des approches plus modernes émergent, souvent basées sur les sciences cognitives, sur comment on apprend vraiment. HBR parle d'apprentissage dans le flux de la vie. C'est-à-dire? L'idée, c'est de rendre l'apprentissage plus souple, plus accessible, intégré au quotidien. Une DRH citée dans HBR donne un exemple. Pouvoir faire un module de 10 minutes sur son téléphone en attendant d'aller chercher les enfants à l'école. Ah oui, pratique. Didasque parle aussi de micro-learning, des formats courts très ciblés sur une compétence précise. Donc plus court, plus flexible. Quoi d'autre? L'implication du management, c'est crucial. HBR dit que là où ça marche, 54% des CEO sont personnellement impliqués pour définir les besoins stratégiques en compétences. D'accord. Le top management doit être moteur. Et puis, il y a la méthode elle-même. Didasque propose une approche cognitive structurée. C'est intéressant. 1. Motiver, expliquer le pourquoi. 2. Déconstruire, faire prendre conscience des anciennes habitudes. 3. Mémoriser, transmettre les nouveaux concepts de façon digeste. 4. Appliquer, super important, d'abord à froid, en simulation, puis à chaud, en situation réelle. 5. Évaluer, suivre et ajuster. Ça semble logique.
Au-delà de ça, HBR insiste sur le développement de ce qu'ils appellent l'authenticité adaptable. L'authenticité adaptable. Oui, c'est être soi-même, fidèle à ses valeurs, mais savoir ajuster son style aux situations, aux personnes. Ça s'apprend. Il parle aussi de combler les fossés de capital social, nos réseaux, qui peuvent souffrir avec le travail hybride. La formation peut aussi servir à ça, recréer du lien. Et pour le budget, des idées? L'étude marocaine suggère d'être malin. Chercher des collaborations, des partenariats publics-privés, mutualiser peut-être. Très clair. Donc, on a le contexte, le besoin de compétences, des pistes pour les développer. Revenons à notre point de départ, ce sentiment d'être écartelé. 10 rêves, 0 direction, comme disait l'utilisateur Reddit. Comment on passe de savoir tout ça à agir de façon ciblée et durable? La discussion Reddit, elle est pleine de pépites là-dessus, non? Ah oui, c'est une vraie mine d'or de sagesse pratique vécue. Plusieurs grands principes se dégagent. On pourrait peut-être les regrouper. Le premier, c'est la sélection radicale. C'est le plus difficile, mais le plus répété. Apprendre à dire non. Dire non aux bonnes idées, c'est ça le plus dur. Exactement. Un participant Resolutely App rappelle cette phrase de Steve Jobs. Le focus, c'est dire non aux 100 autres bonnes idées. Il faut définir ce qui est vraiment essentiel. Un autre, toujours Resolutely App, propose une hiérarchie simple. Santé, relations, puis carrière. D'accord. Établir ses priorités fondamentales. Voilà. Et se limiter drastiquement. Choisir 1 à 3 objectifs maximum pour une période donnée, Resolutely App. Accepter qu'on ne peut pas tout faire, et donc choisir ce qu'on veut le plus. e-finance 674. Il y a aussi la recommandation du livre The One Thing par Sami Sekhoul. Se concentrer sur une seule chose majeure pour avoir de vrais résultats. Une seule chose. Ça demande du courage. Oui. Et une question forte à se poser, suggérée par Zouzla. Quel rêve mérite vraiment mes prochaines années? Ok, sélection radicale. Et ensuite, deuxième grande idée. Deuxième idée, l'action structurée. Pas forcément une discipline de faire, mais des systèmes pour passer à l'acte. Les blocs de temps dédiés reviennent beaucoup. Apprehensive Match 311 donne son exemple. Matin pour le business, après-midi sport-lecture. Bloquer son agenda, quoi. C'est ça. La règle du 70-30 proposée par J. Scott McLeod est intéressante. 70% du temps sur le projet principal, 30% pour explorer, pour respirer. Ça évite de se sentir enfermé. Exactement. Travailler par sessions courtes et chronométrées, type Pomodoro, c'est populaire aussi, notamment pour démarrer une tâche qu'on repousse. Notedin Passing suggère 20 minutes pour briser l'inertie, ou pour les gros morceaux, 2 fois 90 minutes. L'idée de sprints de 90 jours sur un objectif revient aussi, New Block Hits 4200. Et le repos dans tout ça, on l'oublie souvent. Crucial, c'est souligné comme non négociable. Noted in passing. Planifier le repos, accepter l'ennui même pour recharger les batteries, trouver son rythme. Pas un équilibre parfait, illusoire. Night of whatever. Et puis, des trucs très pratiques. Lister tous ces objectifs pour y voir clair avant de trier. Resolutely app. Oui, faire un premier tri rapide, Metarinka. Une astuce de J. Scott McLeod. Noter les nouvelles idées géniales quand elles arrivent, mais ne pas sauter dessus tout de suite pour ne pas dérailler. Découper en toutes petites tâches, J. Scott McLeod. Utiliser des outils simples, des rappels sur son téléphone suffisent souvent. J. Scott McLeod. Ok, sélection radicale, action structurée. Et La troisième clé. Le fameux « mieux vaut fait que parfait Voilà, Notedin Passing dit livrer à 80%. Ensuite, changer son regard sur l'échec. C'est du feedback, de l'info pour ajuster Notedin Passing, pas une catastrophe. Comprendre que la discipline est plus fiable que la motivation qui fluctue. Apprehensive Match 311. ». La motivation, ça va, ça vient. C'est ça. Cultiver la patience, la vision long terme. Voir ça comme des marathons, admire Usidovic. Et enfin, être honnête avec soi-même. Reconnaître ses propres blocages, ses tendances à ne pas lancer les choses, J. Scott McLeod. Sélection, action, état d'esprit. Un trio puissant. Et on voit bien le lien. Ce focus, cette clarté sur ses objectifs, cette écoute de soi et des autres, c'est une soft skill en soi indispensable pour naviguer la complexité dont on parlait. Tout à fait. Ce n'est pas juste de l'organisation perso, c'est une compétence stratégique. Bon alors, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? On vit dans un monde qui demande une adaptation permanente, c'est clair, face à l'IA, à l'incertitude. Oui, c'est le point de départ. Et pour réussir là-dedans, les compétences techniques seules, les hard skills, ça ne suffit plus. Les compétences humaines, les soft skills, deviennent de plus en plus cruciales.
avec un impact réel sur la carrière et le salaire, on l'a vu. Ça peut être important. Très significatif, oui. Et pour développer ces compétences, les vieilles méthodes de formation montrent leurs limites. Il faut du moderne, D'accord. flexible, intégré, personnalisé, basé sur la pratique, sur comment on apprend vraiment. Mais au-delà des compétences elles-mêmes, ce qui ressort vraiment fort, je trouve, surtout avec les autours de Reddit, c'est que la clé pour tenir bon, c'est notre capacité à choisir. Peut-être que le mot-clé, c'est pas gérer, c'est apprendre à délibérément ne pas faire certaines choses. Apprendre à renoncer, c'est un peu ça. Apprendre à concentrer notre énergie, qui n'est pas infinie, sur ce qui compte vraiment pour nous. L'enjeu, finalement, c'est de cultiver cette authenticité adaptable dont parle ABR. Savoir changer, s'adapter, oui, mais en restant ancré dans ses valeurs, ses priorités profondes. Une sorte d'équilibre dynamique. C'est ça, c'est la combinaison de cette adaptabilité, des bonnes compétences humaines, de l'apprentissage intelligent et de cette capacité à choisir, à se concentrer, qui semble être la recette pour naviguer les défis d'aujourd'hui. L'IA, le travail hybride, la pression. Et ça nous laisse avec une question essentielle pour chacun, je crois. Oui. Dans ce flot constant d'infos, d'opportunités, d'exigences, comment on développe ce discernement? Comment on repère ce qui mérite vraiment notre attention la plus vive, notre énergie la plus précieuse? Qu'est-ce qui va nous permettre, au fond, non seulement d'être performants, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, de trouver du sens et de garder notre élan, notre bien-être sur la durée?